D'ici peu, on va commencer. Hello, je profite déjà pour dire bonsoir à Monsieur David, Monsieur Tabengo, euh, Monsieur Ibrahima, Monsieur Black. En attendant, je pense qu'on va encore attendre quelques minutes pour que les autres puissent se connecter avant de lancer. Je pense que Monsieur Achille est déjà aussi connecté, si je ne me trompe. Voilà. Donc, connectez-vous et d'ici peu, on démarrera. Voilà. Donc, à titre de rappel, aujourd'hui, on va parler de reconversion professionnelle vers les métiers de la tech. Pourquoi déjà ça? En fait, on s'est rendu compte que de nos jours, plusieurs personnes parlent de l'IT de manière générale, mais ne savent pas en réalité vers quel métier se tourner. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons donc décidé aujourd'hui d'organiser ce webinaire et avec la présence d'un senior dans le domaine, si je peux me permettre. Hop, est-ce que nous sommes là? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Non? Oui? Oui? Voilà, merci Ibrahima. Mais tu peux parler aussi, Ibrahima. Oui, oui, monsieur, on vous attend. On Ah, vous merci entend maintenant. beaucoup. Merci beaucoup. Vous allez bien? Oui, oui, non. Ça va, alhamdoulilah. Et vous, ça va? Ça va pour le moment. Dieu merci.
Bonsoir, monsieur Tabs. Monsieur Tabs. Euh, je vais leur remettre une petite pause. Mais bon, au final, je pense que je vais laisser tomber les supports et je vais vous proposer qu'on fasse plutôt une séance assez open. Chacun pourra dire ce qu'il pense ou bien poser la question qui lui vient à l'esprit sans problème. Et je Oui. serai toujours au maximum de répondre sans problème aussi. D'accord? Donc, je vais commencer à élaborer des petits schémas et puis chacun pourra derrière réagir sans problème. Ça vous convient ou pas? On change un peu de format, on verra les choses. Les gars, lâchez les pouces si ça vous convient. Voilà, Diouf a réagi. Dave, qu'est-ce que tu en penses? Monsieur Ibrahim, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, donc je pense qu'il y a déjà 5 pouces et les gars sont d'accord. Allez, Et go. entre-temps, d'autres se connectent. N'hésitez pas à m'arrêter si je dis des choses que vous savez déjà ou sur lesquelles vous avez des interrogations, vous vous demandez de quoi on parle. L'objectif aussi, moi j'aime bien dire que moi je ne suis pas très grand fan des protocoles. Et donc, si vous voulez me dire des choses, n'hésitez pas vraiment. L'idée c'est que chacun se sente voilà, open pour pouvoir dire ce qu'il pense, voir des choses, poser ses questions et puis. Moi, j'aime bien dire qu'on est dans un domaine, l'informatique, où on apprend plutôt ensemble. Il n'y a pas très souvent de notion de sachant ou de connaissant, en fait, quoi. Oui. D'accord? Et ça permet que chacun aussi puisse dire ce qu'il pense, quoi, tout simplement. OK? Alors, je vais commencer par partager mon écran parce que je crois que vous ne voyez pas mon écran, il me semble. Où est-ce qu'il est parti? Non, on ne voit pas. Alors, je vais relancer mon écran. Où est-ce qu'on est parti? Un, 2, 3. Non. Où est-ce qu'il est parti mon zoom? Et je vais venir me mettre par là et dire que je vais partager mon écran. Hop, non, c'est plutôt partager l'écran et je vais partager cet écran-ci. Voilà. Normalement, vous devez voir mon écran. Oui, c'est bon, c'est bon. Oui, oui, c'est bon. Allez, super. Ben, déjà, pour commencer, on a dit que on parlait de tout ce qui est à venir dans l'IT. Moi, derrière ce qu'on dit là, moi, je retiens deux expressions, IT et puis avenir, en fait. Déjà, dit qu'on est Mhm. dans l'IT, la première chose qu'il faut se dire quand vous dites parler de avenir et IT, premièrement, rentrer dans l'IT, entrer dans l'IT déjà, c'est grosso modo se préparer un bel avenir, en fait. Tout simplement. Pourquoi? Parce que l'un des domaines métiers dans lequel il y a assez de demandes aujourd'hui, c'est tout ce qui est dans l'IT, ou bien dans l'informatique de manière globale, en fait. Parce que une première chose qu'on a, en fait, en tant qu'informaticien, c'est que Euh, moi, j'aime souvent dire ça comme ça, c'est euh, le capital est très faible. Ce que j'appelle le capital ici, c'est le coût d'entrée en fait dans l'informatique en fait. C'est très Oui, faible. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un veut par exemple vendre, ouvrir une boutique, disons que quelqu'un veut ouvrir une boutique, il lui faut un capital pour aller acheter la marchandise, payer 10 mois de loyer, payer la marchandise, venir stocker et avoir la possibilité d'avoir un client. Or, en informatique, il y a deux notions qui sont importantes, deux éléments qui sont importants. Par exemple, euh, un, l'ordinateur. Il faut avoir un ordinateur. Aujourd'hui, les ordinateurs sont devenus quasiment très moins chers. Et la volonté de se former. Ces deux éléments-là sont les éléments les plus importants. Et ça coûte très, très moins cher.
Moi, je parle en termes d'euros parce que je maîtrise, je suis plus dans une zone euro en fait. Je veux dire, à partir de 150, 200 euros, vous pouvez vous lancer. Et là, je parle à peu près pour ceux qui sont en Afrique de 100 000 francs CFA ou alors de 200 000 francs CFA, j'ai envie de dire. Au final, ça ne coûte pas énormément comment on dit ça, de sous. J'ai discuté encore tout à l'heure avec un cousin qui est dans la logistique. Lui, il me disait qu'il fallait à peu près 20 000 euros pour lancer son activité, en fait, quoi. Au Mhm. final, entre 20 000 et 100 000, le chiffre est vite fait, en fait, quoi, tout simplement. Qu'est-ce que fait, qu'est-ce qu'on a intérêt à faire en se lançant dans l'IT? Grosso modo, si vous rentrez dans l'IT, grosso modo, c'est de dire, moi, je vais me positionner sur le milieu de la route, là, en tant que développeur, administrateur système, ingénieur en réseau, pour récupérer des demandes et sortir des logiciels ou des scripts, en fait, tout simplement, quoi. Donc, moi, je suis au milieu, je vais voir quelqu'un, je lui dis, quel est ton besoin? Il me dit, mon besoin, c'est, par exemple, moi, je suis une quincaillerie. Moi, je veux un logiciel pour faire mon inventaire. Moi, je suis un restaurateur. Moi, je veux un logiciel pour que les gens puissent passer des commandes, en fait. Oui, Moi, je suis un maçon, par exemple. Moi, je veux un logiciel qui me permet de suivre mes chantiers. Moi, je suis un plombier. Je veux un logiciel qui me permet comment on dit ça, d'avoir des déclarations de mes clients, en fait. En gros, je veux un client, quand il a un problème, il vient sur mon logiciel déclarer sa panne et moi, je vais résoudre son problème, en fait. Moi, je suis un mécano. Je veux, par exemple, en tant que mécanicien, avoir un logiciel qui me permet d'avoir le pointage de tous mes salariés. Quand quelqu'un va passer à l'entreprise, je veux bien qu'il pointe d'abord pour être sûr qu'il est rentré et qu'il ressort, quoi. La liste est énorme, en fait. Elle est longue et elle est de partout, en fait. C'est-à-dire que l'un des intérêts de se mettre dans l'informatique, c'est que vous pouvez travailler pour n'importe qui, peu importe le secteur d'activité, en fait. Moi, j'aime souvent dire, quand vous regardez souvent, comment dire ça, quand vous regardez souvent le journal, quand vous avez quelqu'un qui dit qu'il va diminuer le nombre de fonctionnaires, par exemple, ou alors qu'il va diminuer son personnel, en fait. Très souvent, ce qu'il oui, veut dire, c'est il va mettre il va mettre une application à la place. Qu'est-ce que c'est dans une application? Une application, c'est tout simplement un logiciel qu'on va développer pour répondre à un besoin. Tout simplement. Donc, dire qu'on développe un logiciel, c'est simplement pour répondre à un besoin. Et on en a parlé de quelques besoins tout à l'heure. Vous pouvez choisir le besoin que vous voulez. Partout où vous allez passer, il y a toujours des opportunités de besoin. Le plus dur, c'est d'arriver à convaincre quelqu'un de vous confier son besoin ou alors quelqu'un de vous embaucher pour pouvoir l'aider à implémenter les besoins qu'il a. Donc, au final, on s'est dit que nous, ce qu'on développe ici, au final, c'est un logiciel. Du coup, quelles sont les compétences qu'il faut pour pouvoir développer un logiciel, tout simplement? Une compétence très essentielle pour le plan logiciel, c'est ce qu'on appelle un PO ou alors un Product Owner. Le job du PO, c'est quoi? C'est grosso modo de définir quelles sont les fonctionnalités que le logiciel va avoir. Le PO va donc se mettre là et dire, moi, je veux un logiciel, par exemple, qui permet de, comment on dit ça, de gérer la caisse d'un magasin. Et donc, qu'est-ce que les fonctionnalités? Il faut qu'un utilisateur, par exemple, puisse se connecter. Il faut qu'un utilisateur puisse passer une commande. Il faut qu'un utilisateur puisse encaisser des chèques. Il faut qu'un utilisateur puisse encaisser des espèces. Il faut qu'un utilisateur puisse éditer des factures. Et donc, il faut donc définir l'ordre dans lequel on voudrait que tout ce beau monde-là puisse travailler ensemble. Et donc, pour animer l'équipe, on fera donc entrer ce qu'on appelle un Scrum Master. Parce que les pratiques les plus courantes dans les entreprises aujourd'hui, c'est d'avoir un Scrum Master. Son job, c'est donc d'animer l'équipe, de faire que tout le monde qui est dans l'équipe se sente bien, travaille bien ensemble et implémente de manière graduelle les fonctionnalités que le PO attend en fait de toute l'équipe.
Vous allez donc avoir en plus donc, ce qu'on appelle un architecte logiciel, un peu comme un architecte pour une maison. Son job, donc, c'est de définir l'ensemble des éléments qui vont permettre de mettre en place le logiciel, en fait, tout simplement. Vous allez avoir un ensemble de développeurs, en fait, qui vont vous permettre donc de, d'implémenter les fonctionnalités, en fait, quoi, tout simplement. Vous allez donc rajouter à ça l'ensemble des développeurs ce qu'on appelle des ops, c'est-à-dire des opérationnels. Leur boulot, c'est quoi? Ce sera de récupérer ce que vont développer les développeurs, ou bien ce que vont implémenter les développeurs. Ils vont déployer ça donc sur des environnements tout simplement. On va déployer ça sur un serveur en local ou sur un serveur dans le cloud. Une fois qu'on a déployé, on veut s'assurer que tout se passe bien. Pour ça, on fera entrer dans la danse une équipe de testeurs. Le job des testeurs, ce sera grosso modo de s'assurer que ce qu'on a développé comme fonctionnalité n'a pas de bug, tout simplement. OK? Et ils feront d'autres choses derrière, mais l'idée, c'est de dire qu'on aura des testeurs dans la chaîne. Comme dans un monde où il y a beaucoup de cybercriminels derrière, on fera rentrer dans l'équipe ce qu'on appelle allez, plutôt des spécialistes de la sécurité informatique, en fait. Leur job, donc, ce sera donc de s'assurer qu'au final, il n'y a pas de problème, en fait, pour qu'on puisse donc développer, du moins implémenter ou bien déployer l'application sur un réseau sans problème. Vous pouvez rajouter en plus des éléments de la sécurité ce qu'on appelle des DBA, Database Administrator. Leur job, c'est de s'assurer que la base de données, en fait, est toujours disponible et que les gens peuvent supporter le trafic sans problème. Une fois que j'ai dit ça, vous pouvez compléter toujours votre équipe par des ingénieurs réseau. Leur boulot, c'est grosso modo de mettre à disposition des serveurs et de faire aussi que, pardon, de mettre à disposition des adresses pour que vous puissiez communiquer avec vos différentes applications, en fait. Donc, vous voyez que pour un logiciel comme ça, on va donc pouvoir mettre en place, faire entrer dans l'application un ensemble de personnes, ou bien un ensemble de compétences qui vont être disponibles pour faire que tout ça se passe très bien, en fait, quoi. OK? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. C'est ce que je dis là. Question donc, comme on a plusieurs personnes qui sont dans notre application et qui travaillent pour notre logiciel, en fait. On a beaucoup de personnes, beaucoup de compétences au final. Je dis personnes, en fait, je dis des compétences réellement. Soyez gentils si vous ne parlez pas beaucoup au micro, parce que j'ai des écouteurs. Je trouve qu'il fait du bruit. Merci. Si vous voulez parler, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Je pourrais répondre sans problème. Il faudrait que je dise en WhatsApp que je n'ai pas besoin, je n'ai pas le temps de répondre. Attendez, excusez-moi, je vais fermer mon WhatsApp pour que je ne vous dérange pas. J'ai oublié de le faire, mille excuses. OK. Donc, nous, ici, comme je disais, on a un ensemble de compétences, en fait. La question, donc, c'est comment est-ce qu'on va faire pour que tout ce beau monde puisse donc fonctionner ensemble. Et donc, très souvent, donc, vous allez donc avoir ce qu'on appelle donc la méthode agile ou la méthode ou le Scrum, en fait, qui vous permet simplement de la méthode agile qui vous permet donc simplement de trouver le mode de fonctionnement de l'équipe, en fait. Qu'est-ce que c'est la méthode agile? L'idée, c'est de dire, dans la méthode agile, je vous donne les grosses lignes, hein, vraiment. Tous les matins, on se voit pendant 10-15 minutes. Chacun dit ce qu'il a fait la veille. Chacun dit ce qu'il va faire le jour J. Et s'il a des blocages ou s'il a des évolutions dans son travail, en fait, sans problème. Deuxième chose qu'on va se dire, c'est, une fois qu'on a défini ça, dans notre mode de fonctionnement, on aura ce qu'on appelle des sprint planning. L'objectif du sprint planning, en fait, au final, c'est de définir quelles sont les tâches qu'on va embarquer dans notre sprint. Un sprint dure entre 2
et 3 semaines selon les équipes. Et quand on aura défini donc cette logique de sprint planning là, on définira l'ensemble des fonctionnalités qu'on pourra embarquer pendant 3 semaines. Au bout de 3 semaines, il faudra au final déployer les fonctionnalités au moins sur un environnement pour que tout le monde puisse, grosso modo, voir ce qu'on a fait et qui avance très bien. Et après, derrière, ce qu'on va faire, ce qu'on appelle une rétrospective aussi. Le job de la rétro, c'est de dire, on va mesurer ce qu'on a fait de bien et voir ce qu'on peut améliorer pour que notre équipe soit tout simplement meilleure, en fait. Et on va donc refaire ce cycle-là tout le temps pour que toutes les équipes soient assez à l'aise, du moins notre équipe soit assez à l'aise pour pouvoir produire toujours et toujours au maximum. D'accord? Une fois que j'ai dit ça, en tant que dev maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire comme développeur? Vous avez plusieurs types de développeurs. Ce qu'on appelle un développeur front, son job, c'est de dire au final, euh, moi, je sais faire du HTML, du CSS pour le style des pages, du JavaScript pour gérer, je vais mettre JS comme ça pour gérer, grosso modo, comment on dit ça? Les interactions à l'utilisateur. Par exemple, un utilisateur quitte un champ, il faut dire que le champ est en erreur ou pas, en fait, quoi, tout simplement. Sauf que cette combinaison d'éléments-ci là, il faut donc être à même de trouver derrière une librairie ou un framework qui vous permet donc de regrouper cette fonctionnalité dans un ensemble de bonnes pratiques. OK? Framework comme ça. La librairie la plus populaire aujourd'hui, c'est du React. Le framework le plus populaire aujourd'hui, c'est Angular. Quand on fait du React, il faut souvent pousser jusqu'à aller vers Next.js. Et quand on fait de l'Angular ici, vous êtes plutôt pas mal aujourd'hui sur le marché, en fait. Il y a aussi Vue.js qui est à peu près au milieu des deux, qui est plutôt pas mal, en fait. D'accord? Donc, il faut donc être à même de commencer à trouver son couloir dedans. Deuxième chose qu'on va faire, c'est dire, on aura donc une compétence en termes de développeur back-end. Donc, dit qu'on est développeur back-end, c'est de choisir parmi les langages les plus populaires aujourd'hui, hein, que ce soit Java, du .NET, du PHP, du Python, euh, du Kotlin, tout ça, ça se vaut. Et de la même manière, il faut trouver le framework qui vous permet d'être à l'aise dedans. Par exemple, le framework qu'on aura derrière, ici, c'est Spring Boot, en fait, ou bien Spring, en fait, tout simplement, qui est le plus populaire aujourd'hui. Si vous avez ça sur votre CV, vous êtes plutôt bien, en fait, quoi, aujourd'hui. Vous pouvez choisir, par exemple, du Django, en fait, qui est plutôt pour du Python. Vous pouvez, par exemple, choisir du Symfony, en fait, qui est aussi pour tout ce qui est PHP, bien sûr. Et en termes de base de données, vous allez pouvoir choisir une base de données relationnelle ou une base de données non relationnelle, en fait. Les bases de données en relation sont souvent utilisées pour tout ce qui est réseaux sociaux, pour tout ce qui est données, grosso modo, dynamiques qui vont changer tout le temps. Ici, vous avez donc du PostgreSQL, du MySQL, et vous avez ici une base de données qui s'appelle donc MongoDB. Donc, si vous avez toutes ces trois Euh, compétences-là, Monsieur, oui, oui, excusez-moi, quelle est la différence entre base de données relationnelle et non relationnelle? en fait, comment on dit, comme son nom l'indique, base de données relationnelle, au final, c'est quoi? C'est que vous avez un ensemble de tables qui sont reliées entre elles. Par exemple, un utilisateur va avoir une adresse. Le problème ici, c'est que si par exemple pour l'utilisateur, vous avez stocké le prénom, le nom, l'email, ça marche. Demain, si vous voulez changer par exemple, rajouter une colonne pour mettre le nom, pardon, le téléphone, ça devient un problème parce qu'il faudra que vous modifiez votre table avant de rajouter les données. Donc, ça veut dire que les bases de données relationnelles sont assez strictes.
Vous ne pouvez pas faire une insertion de données sans avoir au préalable défini la structure de vos données. C'est un peu comme un fichier Excel tout simplement, quoi. Pour ajouter des données dans un fichier Excel, il faudra mettre des colonnes. Si vous n'avez pas de colonnes, ça ne marche pas. Et donc les données sont stockées sous forme de lignes, comme ça, dans une base de données relationnelle. Alors qu'une base de données relationnelle, ce qu'on stocke, c'est des données au format JSON, en fait. Du JSON, en fait, ça veut dire que peu importe la valeur que vous avez dans la colonne zéro, du moins dans l'index zéro de votre tableau, vous pouvez rajouter un élément dans l'index un, même si le format de données n'est pas le même que celui qui est dans le précédent. Et donc, ici, là, c'est plus flexible. J'ai envie de dire ça comme ça. Ici, on a une base de données qui est très rigoureuse et sur une base de données qui est plutôt flexible. C'est pour ça que les bases de données non relationnelles sont assez utilisées pour les réseaux sociaux parce que les données changent tout le temps. Le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de forward, le nombre de replies. Alors qu'ici, il faut stocker les données vraiment de manière très, très stricte, en fait, quoi. Et on aura dans les informations sur les personnes parce que les informations d'une personne ne changent pas tous les jours, en fait, tout simplement. Dites-vous qu'une base de données relationnelle, c'est comme un fichier Excel. Chaque fois que vous voulez rajouter une nouvelle ligne, il faut d'abord mettre la colonne pour que ça rentre en concordance, voilà, avec ce qui existait avant. Or, une base de données non relationnelle, à ce niveau, elle est plus flexible, en fait, et vous pouvez faire ce que vous voulez. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, oui, monsieur. Merci. Ouais, J'ai compris maintenant. pas de problème. Comme je disais, euh, le protocole, je m'en fous un peu. Vous m'appelez Achille, ça me va bien, hein. Il n'y a pas de problème. OK? D'accord, d'accord. Il n'y a pas de problème. Donc, si vous avez ces trois compétences ici-là, vous êtes ce qu'on appelle donc un développeur full stack. Il vaut mieux être développeur full stack. Pourquoi? Parce que ça permet aux entreprises d'avoir trois compétences en une. Sinon, vous obligez une entreprise à aller chercher. euh, pardon. Qu'est-ce que je fais? Vous obligez une entreprise à aller chercher une compétence que vous n'avez pas en fait. Donc, ici, ça, c'est donc ce qu'on appelle un développeur full stack. C'est ça. Dans le front, le back, la base de données, ça fait développeur full stack. Comment on devient développeur full stack? Jusqu'à présent, il y a à peu près trois façons de devenir développeur full stack. Vous faites un bac plus 5 en informatique. C'est le cycle le plus privilégié, celui que tout le monde connaît. Vous faites votre bac, après votre bac, vous faites bac plus 5 en informatique. Deuxième chose, vous passez par un bootcamp. En gros, vous prenez une formation de 3, 4 ou 6 mois pour faire grosso modo de la reconversion professionnelle. Il y a beaucoup de gens qui ont profité de la période de Covid pour se reformer et devenir développeurs informatiques. Et enfin, vous vous formez par vous-même. Aujourd'hui, avec YouTube, en fait, vous avez grosso modo beaucoup de choses que vous pouvez faire. Mais moi, j'aime bien dire, YouTube plus un coach, histoire de comprendre un peu ce que les entreprises demandent, c'est toujours pas mal, en fait, quoi. D'accord? Même si vous faites un bac plus 5, en début de carrière, pour être assez à l'aise, vous pouvez compléter par un petit bootcamp de 3 ou 4 mois. C'est toujours ça de prix, en fait, pour être bien dans votre cursus. D'accord? Aujourd'hui, les développeurs full stack sont parmi les compétences les plus recherchées dans les entreprises, ou même pour vous-même aussi, si vous voulez lancer un nouveau projet, il y a pas de problème, en fait, quoi. Je ne parle pas des CMS ici du genre WordPress, Joomla, parce que mon objectif n'est pas de vous pousser vers ça, mais plus de vous pousser vers des choses qui vont vous servir un peu plus, quoi, tout simplement. Et donc, vous avez ces trois façons de faire les choses, en fait, quoi. Soit par vous-même avec un coach, soit en bac plus 5, soit en bootcamp, en fait, quoi, tout simplement. D'accord? Donc, moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai mis en place un bootcamp pour devenir développeur full stack. Ça dure 4 mois. Et tous ceux qui prennent le bootcamp, Allô? en fait, au bout de 4 mois, ils sont à l'aise pour commencer un projet, même si ce n'est que leur projet à eux-mêmes, quoi, tout simplement. Il y avait une question? Alors, j'ai une question. Oui. Euh, Par rapport au CMS là, est-ce que ça dit que c'est pas très demandé ou il n'y a pas trop de marché pour ça? Vu que là, on conseille plus de nous orienter vers les trucs comme les langages qui vont nous aider un peu plus à développer nos compétences. Est-ce que ça veut dire que les CMS sont pas trop demandés? Très honnêtement, ça dépend de ton client. Ça dépend de ton client. Je te prends un exemple très simple.
Si ton client, c'est le boutiquier du coin, lui, il aura un système qui ne va pas changer tous les jours. Mhm. Si ton client, c'est un restaurant, son système ne va pas changer tout le temps, en fait. Dans ce cas, tu peux aller sur un CMS d'abord pour commencer, quoi. Pour qu'il ait un site vitrine, voilà. Moi, je veux avoir un site vitrine pour que les gens voient, en fait. Je prends un CMS, je fais du WordPress dessus. Ça ne change pas tous les matins, quoi, tu vois. Moi, je te dis, vas-y Mhm. dessus, quoi. Mais si demain, parce que avoir 4 5 6 clients qui demandent du WordPress ou du Joomla, ça n'arrive pas tous les matins, quoi. Par contre, si tu veux, par exemple, aller bosser dans une banque, peu importe la banque, BNP Paribas, Afriland First Bank, les grosses banques, en fait, au final, quoi, le CMS ne leur suffira Mhm. jamais. Le CMS sera pour avoir du contenu statique pour faire de la publicité. Mais le reste du travail derrière, par exemple, le fait que quelqu'un puisse mettre sa carte dans un distributeur, vérifier s'il y a le solde du compte et récupérer de l'argent, le CMS ne peut pas le faire. Demain, un client, par exemple, peut déposer son avis par rapport à une activité. Il vient dans une banque, on lui dit de déposer son avis par rapport au passage client. Le CMS n'est pas fait pour ça, en fait. Donc, le CMS est fait quand tu as un petit client. Mais quand ton client devient important, quand ton entreprise devient importante, quand ton projet devient important, le CMS ne peut plus faire l'affaire. Ok, je vois. Donc, ce OK? qu'on peut recommander peut-être pour quelqu'un comme moi qui a commencé peut-être par le back-end et que bon, moi, mon problème, c'est que après, quand je vois les offres front-end, peut-être, j'ai fait un peu le front-end, mais je n'ai pas poussé. Ça me dérange un peu de ne pas prendre ces offres-là. Est-ce que si je deviens full stack, je pourrais prendre une partie de mon temps pour me former à ces outils de CMS-là? Est-ce que c'est recommandé ou pas? Ou Moi, c'est trop moi, gros? moi, perso, je te dirais, je ne te recommanderais pas. Pourquoi? Parce que si tu es développeur full stack, sur un CMS, tu t'en sortiras en 2-2, quoi. Comme je l'ai dit, assez rapidement, quoi. Mhm. Mais par contre, si tu commences dans l'informatique et que tu veux commencer par un CMS, je te recommande. Ok. Parce que le CMS, c'est une solution tout en un, en fait, qui fait le front, le back, et derrière, tu peux plugger une base de données, en fait, quoi. D'accord? Ok, merci. Donc, si tu commences, moi, je te dirais, OK, commence par un CMS. C'est une façon de commencer et de bien voir comment les choses avancent, quoi, tu vois un peu. Mais une fois que tu Mhm. as fait quelques... En fait, si tu veux aller plus loin, le CMS ne va plus te suffire, en fait. Par Ok, exemple, ok. Un Facebook, par exemple, on peut pas faire un Facebook sur un CMS. LinkedIn, ce ne serait pas sur un CMS qu'on pourrait faire LinkedIn, quoi. Même là, par exemple, ce qu'on utilise de Figma, là, ce n'est pas un CMS, en fait, quoi. Zoom, ce n'est pas un CMS, ça ne suffirait pas, en fait. Donc, encore une fois, ça dépend de ton client et de ton besoin. Parce que, rappelez-vous, j'ai dit dès le départ que quand on fait un projet informatique, c'est toujours pour répondre à un besoin. Donc, ça dépend du besoin que tu as sous la main. En fonction du besoin, c'est à toi de trouver la bonne solution. Et, de même, en termes de rémunération, quelqu'un qui fait un développeur full stack gagne toujours mieux sa vie qu'un quelqu'un qui développe avec des CMS. Oui, ça, c'est un très bon argument, hein. C'est un argument qui change les choses, hein. Ça change tout. Oui. Après, ça dépend de ce que tu fais aussi dans un CMS, hein. Si tu vas dans un CMS développer des plugins que tu vas revendre, par exemple, tu vas sur WordPress, tu trouves un plugin que les personnes ont pensé au plugin, en fait, quoi. Le plugin du siècle. Ça va gagner ta vie, en fait. Mhm. La plupart des sites aujourd'hui ont du WordPress quelque part. C'est pas la grosse, c'est pas, on fait pas tout à WordPress, quoi, tout simplement. Mhm. WordPress, c'est bien, mais tu ne peux pas faire un projet à WordPress. WordPress, c'est bien quand tu as ton oncle qui a une boutique qui a entendu parler d'Internet, qui veut se lancer sur Internet, en fait, quoi. Quand tu as le voisin qui te dit que j'ai entendu que tu es informaticien, fais-moi un petit site là pour qu'on voit mon entreprise aussi sur Internet. Je veux rapidement faire du référencement, en fait. Donc voilà où WordPress est bien, quoi. Mhm. Mais dès que tu veux faire quelque chose d'intéressant ou de sérieux, WordPress, ça suffira pas. OK? Il y a Davy qui m'a dit, ça c'est quoi? Je parle de SA, moi. Parce que je parlais SM qui est Scrum Master. Allô, allô. Oui. Oui, monsieur, avant qu'on ne finisse sur
WordPress, j'ai envie de poser une question. Nous, ici au Cameroun, on a une entreprise quand même qui est très, très développée dans le e-commerce et pourtant ils sont sur WordPress. Je sais Oui. pas, peut-être peut-être c'est eux qui se trompent ou bien, je sais pas. Ils sont Ben, quand même, ils sont très référencés quand même. c'est qui Ils sont sur l'entreprise? WordPress. C'est qui l'entreprise? C'est Online Africa, voilà. En fait, il faut voir, quand tu vois une entreprise de e-commerce, il faut voir deux choses. Dans le e-commerce, la première chose, c'est, euh, comment dire, il y a ce que les utilisateurs voient. Ça veut dire que moi, en tant que client, quand il vient sur votre site, en fait, ici, là, ce que je tombe dessus, c'est ce que je tombe sur votre WordPress. Deuxième chose maintenant qu'il faut voir, c'est euh, si, quand on passe une commande ici, là, moi, j'ai Mhm. besoin d'avoir un data analyst. Je n'ai pas de compétences, je n'ai pas parlé de data analyst, par exemple, qui va venir analyser mes commandes sur mon site pour Mhm. voir les produits qui sont les plus demandés, en fait. Soit je mets un plugin dans WordPress pour le faire, soit je vais chercher à avoir une API sur WordPress pour pouvoir récupérer les données et analyser derrière. C'est-à-dire que WordPress, dans ce Mhm. cas, c'est la vitrine. Mhm. Donc, WordPress, c'est juste le truc qu'on voit devant, quoi. Maintenant, le problème avec un WordPress, c'est quoi? C'est que si tu as une instance de WordPress que tu as installée et que tu as 10 utilisateurs par jour, Oui, d'accord? Après, quand on oui, parle de succès aussi, c'est relatif, hein. Tu as 10 utilisateurs par jour, WordPress va tenir la charge. Si tu as 100 utilisateurs par jour, WordPress tient tout la charge. Mais lorsque tu passes à 100 000 par jour, ton WordPress là ne suffit pas forcément, quoi. ok. Du coup, il te Ok. faudra avoir plusieurs instances de ton WordPress ou alors un gros serveur pour tenir la charge. Ça devient à deux notions, ce qu'on appelle la scalabilité verticale, c'est-à-dire plus on monte, plus on augmente le serveur, contre la scalabilité horizontale, c'est-à-dire plus on monte, plus on multiplie le nombre d'instances possibles en fait de votre application. Mhm. D'accord? Et ça, Ok. ça dépend du choix maintenant de l'architecte de l'entreprise en fait. Donc quand tu dis qu'ils sont, ils sont successful, je vais te poser la question, quel est le trafic par jour sur leur site? Bon, c'est vrai que j'ai pas checké, mais j'ai pas checké quand même. Parce que si c'était ça, Amazon serait sur WordPress, hein. Aussi, clairement. C'était ça, Netflix serait sur WordPress, hein. Donc, je l'ai dit, ça dépend de l'équipe, ça dépend de la scalabilité. WordPress est bien pour commencer, mais dès que tu deviens, donc, comment dire ça? Dès que tu commences à gagner des parts de marché, en fait, Mhm. dès que tu deviens, commences à avoir des clients, comme on dit souvent, je te pose des questions maintenant. Bon, ça veut dire qu'en gros, pour résumer, c'est que si on a un site, par exemple, e-commerce qu'on veut mettre sur pied et que on se dit que le trafic, c'est en dessous de peut-être 1 000 personnes, WordPress peut gérer quand même. Si c'est en dessous de 1 000 personnes. Même 100 000 WordPress, même 100 000 WordPress, c'est géré. Mais quand tu passes déjà au-dessus des 100 000, il faut que tu aies plusieurs instances de WordPress ou bien que tu aies. Des fois, ils vont te dire qu'ils sont, ils ont du moins, ils sont bien. Tu vois ce que je veux dire? Mais au final, qu'est-ce qu'ils ont fait? OK. Ce que tu n'as pas de WordPress là, au final, c'est quoi? C'est qu'on Mhm. a pris un WordPress ici, on a pris un deuxième WordPress ici, on a pris quatre WordPress en même temps. Et devant, on a mis derrière ce qu'on appelle un load balancer. Mhm. OK, Son job, OK, c'est donc de oui. repartir les charges entre les WordPress derrière. OK, je comprends maintenant. Et donc, c'est plus. Donc, ils ont du WordPress, mais ils n'ont pas vraiment un seul WordPress, quoi. Oui, 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 Ils voilà, ont oui, je plusieurs comprends. WordPress en même temps. Et donc, leur problème maintenant qui va se poser, c'est de dire comment est-ce qu'on synchronise les données entre les WordPress. C'est un peu compliqué. Donc, c'est pour ça que je dis le WordPress, c'est bien, mais très souvent, pour commencer, c'est bien. Mais quand ça devient important, il faut voir. Mais il y a il y a les experts en WordPress qui te diront que WordPress fait bien le boulot, ils sont à l'aise, hein. OK, OK, super. Merci beaucoup. Je vous en prie. Pour continuer dans ce qu'il disait là, par exemple, si on a commencé avec un WordPress Attends pur, d'abord avant que tu continues. Je ne vais pas vous décourager de ne pas faire WordPress, hein. Même moi, j'ai commencé par WordPress. non, Je non. fais WordPress. Ça marche bien. Maintenant, c'est une question de votre client, en fait. Encore une fois. OK? Ok. Ça dépend de votre client et de votre besoin. Tout est là. Ok. Votre client plus votre besoin. WordPress, c'est l'un des plus populaires aujourd'hui pour tourner beaucoup de sites sur le marché, hein. WordPress, c'est bien, hein, mais ça dépend de votre client, de votre besoin. Et surtout, moi, j'aime toujours dire, il faudrait que la compétence que vous ayez, vous puissiez revendre ça ailleurs.
Mhm. Si vous faites WordPress pendant 4 5 ans, pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Ou bien pendant 1 mois, 2 mois, pourquoi pas, pas de problème. Il faut être sûr qu'en arrêtant le projet sur WordPress sur lequel vous êtes, vous puissiez aller revendre votre compétence ailleurs. Je te laisse continuer alors. Ma question c'était, si j'ai commencé, j'ai déjà mon site WordPress qui est fonctionnel et tout. Maintenant que Mhm. j'ai les soucis de charge, dans quelle mesure est-ce que je peux faire cette transition-là vers une technologie plus robuste Ben, tu sans vois, trop me demander de travail? au final, bon, trop de travail, le trop, c'est toujours relatif, hein. Trop, c'est toujours relatif, en fait. Parce qu'à la fin de la journée, du moins, le plus important dans un site, c'est la base de données. Tant que tu as la base de Mhm. données, tu as tout ce qu'il te faut. Et même pour migrer un site, on ne migre pas du jour au lendemain. Tu vas migrer des fonctionnalités d'abord. Par exemple, tous les stocks, tu vas sortir les stocks de WordPress et mettre dans un projet à côté. Toutes les commandes, tu vas sortir toutes les commandes et mettre dans un projet à côté. Même Amazon n'a pas commencé comme Amazon a commencé. Amazon a commencé avec un seul site, l'équivalent du WordPress, quoi. Mais plus il y a eu de demandes, plus on a commencé à dire la fonctionnalité WordPress, on la met de côté, on la sort du site et on la met à un autre endroit, en fait, quoi. La fonctionnalité, Mhm. parce que si vous voulez, il y a la partie éditoriale d'un site qui permet d'afficher les informations globales sur le site pour le référencement du site. Et il y a la partie fonctionnelle d'un site qui permet à un client de commander un article, en fait, quoi. Mhm. De récupérer sa facture, de recevoir un mail, par exemple, quoi. Il faut donc Oui. faire la différence entre la partie éditoriale qui est dans le contenu global sur un site et la partie fonctionnelle qui est l'utilisateur qui passe la commande, l'utilisateur qui fait une relance, les commandes qui passent, en fait, quoi. OK? Ouais. Mais moi, j'ai envie de dire, en tant qu'informaticien, avec toute mon expérience, moi, j'utilise WordPress pour mes jobs. Quelqu'un m'appelle, il dit qu'il veut un site. J'ai un oncle qui fait des télécoms, par exemple, il me dit, je veux un site. Bon, moi, je ne me dérange pas. Je fais un WordPress, je lui donne. Mais, si je vais aller voir une vraie entreprise, à Freelance First Bank, par exemple, CCA, par exemple, la BR, par exemple, Netflix, par exemple, Amazon, tu parles de WordPress là-bas, on va jamais écouter, on va jamais t'écouter. On va jamais t'écouter. Sauf si tu arrives à manger leur cerveau, quoi. C'est bon? C'est bon, merci. Encore une fois, WordPress, c'est bien, hein, pour commencer. Je dis pas que j'ai dit que je n'ai pas fait WordPress, en fait. Je n'allais pas gâter mon nom sur Internet, pardon. C'est noté, c'est noté. Voilà. Donc, moi, je dis aujourd'hui, une des compétences qui est très demandée dans les entreprises et même dans les machins, dans les projets, c'est une compétence de développeur full stack. Et développeur full stack aujourd'hui, ce qu'on sait, pardon, oui, ça c'est pour être bien. Donc, n'allez pas dire que j'ai dit que WordPress n'était pas bien, encore une fois, j'insiste là-dessus quand même. Donc, dev full stack, aujourd'hui, au final, c'est du front. Moi, je dis souvent React, Java et Spring Boot et une base de données, ou choisir une base de données relationnelle ou non relationnelle, MySQL, Postgre, MongoDB, peu importe. Vous prenez ça, vous vous appliquez dessus en 3 4 6 mois, 1 an. Très bien. Vous pouvez commencer à postuler pour trouver votre emploi. Et moi, quand je discute avec des gens qui disent qu'ils sont en Afrique, moi, j'aime bien souvent vous dire, il faut oser. Votre client n'est pas forcément en Afrique. Votre client peut être en Europe. Vous allez voir, vous parcourez LinkedIn, vous regardez quelqu'un qui dit tous les jours qu'il développe une application, il travaille sur une application, il dit qu'il développe l'application, et vous lui proposez vos services. C'est tout. Ça, ça, il faut pas avoir proposer vos services. Après, vous proposez à 10 15 20 personnes, vous allez avoir fini par avoir au moins une personne qui va vous dire oui. Mais si on vous dit non, ça ne veut pas dire que ça ne vaut pas la peine, il faut toujours continuer à demander. Les Américains, par exemple, aujourd'hui, les Américains, et ils développent en Inde.
Les Français, par exemple, ils ont beaucoup de clients aussi en Afrique du Nord ou en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, en fait. C'est culturel, c'est comme ça. Ça veut dire qu'il y a des possibilités d'aller chercher, même seulement la diaspora ou bien des entrepreneurs européens, peu importe. Vous proposez vos services, vous ne perdez rien. Au pire, vous aurez non, vous ne perdez rien. On ne va pas vous frapper, on ne va pas vous insulter, on ne va rien faire, on va vous dire non. Au mieux, vous aurez un projet et vous allez pouvoir comme ça vous vendre. D'accord? Donc, développeur full stack, 4 6 mois, vous prenez une formation, vous prenez un bootcamp en fait, et puis vous devez être bien comme ça. Prochaine étape, vous avez réussi pardon, à développer. Le dev est donc OK. Vous allez donc pouvoir donc récupérer votre développement. Il faut donc que votre développement se retrouve donc sur un serveur. Prenez votre code ici en local et allez le déposer sur un serveur. C'est ce qu'on appelle donc déployer votre application. Peu importe la partie de votre application, vous pouvez donc déployer comme ça votre application. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Et donc, aujourd'hui, il n'y a plus personne, du moins, aujourd'hui, on encourage de plus en plus à faire de l'automatisation. L'idée, c'est de dire, pour déployer une application sur un serveur, vous allez chez un fournisseur de services, hein. Peu importe le fournisseur de services, DTR, par exemple, c'est un hébergeur qui est au Cameroun. Newton Service, c'est un hébergeur aussi qui vous permet de récupérer d'acheter un serveur. One and One, OVH. Honnêtement, il y a aujourd'hui des milliers d'hébergeurs sur Internet qui sont donc à même de vous mettre à disposition ce qu'on appelle un serveur ou alors une machine virtuelle pour pas très cher aujourd'hui, quoi, tout simplement. L'idée, c'est de dire, vous allez donc écrire un ensemble d'éléments pour automatiser les déploiements de votre application. On parlera donc de déployer donc via des pipelines. C'est-à-dire, vous allez écrire un ensemble d'instructions pour pouvoir automatiser le déploiement de votre fonctionnalité. Parce que ce qu'on recommande aujourd'hui, c'est de dire, pour déployer une fonctionnalité, il faut déployer le plus petit, comment dire ça, le peu de fonctionnalités possible en fait, quoi. Ne développez pas pendant 4 5 6 mois pour déployer. Dès que vous avez une fonctionnalité qui marche, il faut la déployer et la mettre sur Internet en fait. Et donc, vous allez aussi entendre derrière rapidement tout ce qui est continuous integration et continuous deployment. C'est-à-dire, la partie intégration continue ici, c'est de vérifier que votre code ou bien votre nouveau code est OK. Et la partie déploiement ici, c'est de mettre donc en ligne en fait votre code. Je mets le M ici pour mettre en ligne le code, tout simplement. Dire que c'est OK ici, qu'est-ce qu'on fait au final? Ce qu'on fait, c'est on prend votre code, que ce soit en Java, en PHP, en HTML, en React, en Angular, peu importe. Première étape, c'est de faire un build. Vous dites, on conçoit votre projet et voir que tout se passe bien. Si vous avez fait des tests unitaires, on passe des tests dans votre code pour voir que vous n'avez toujours rien cassé en fait dans votre code. Ensuite, on fait de la qualité de votre code. Il y a des solutions comme Sonar qui vous permettent d'utiliser votre code. Et enfin, vous allez pouvoir donc générer un livrable et mettre sur un serveur. Mettre en ligne maintenant, c'est récupérer le livrable et déployer sur un environnement de recette ou alors environnement de test. Et après, mettre ce qu'on appelle en production. Quand on dit en production, ça veut dire que tout le monde peut donc utiliser votre fonctionnalité. Question donc, c'est quoi votre livrable ici? Parce que c'est tout autour du livrable ici. Votre livrable, en fonction du langage, ça peut être un point jar quand on parle de Java. Ça peut être un répertoire quand on parle de React. Ça peut être un répertoire en PHP, ainsi de suite. La bonne pratique aujourd'hui, c'est de récupérer votre livrable et de le mettre dans ce qu'on appelle un conteneur. Un conteneur, c'est donc
Comme si vous avez pris votre répertoire, vous avez zippé votre répertoire, votre conteneur, en fait. C'est-à-dire que donc, créer un conteneur, en fait, ça vous demande donc de compléter votre formation de développeur en vous formant sur une technologie comme Docker. Donc, si sur votre CV, vous rajoutez développeur full stack et vous rajoutez Docker, vous devenez plus bankable, en fait, tout simplement. Vous allez pouvoir donc rajouter une solution qui vous permet d'orchestrer qu'on appelle Kubernetes. K8S, c'est pour Kubernetes, en fait. Ça va vous permettre d'avoir plusieurs instances de votre application en même temps qui tournent pour pouvoir, comme on disait tout à l'heure, supporter la charge de vos applications. Vous commencez donc comme ça à devenir ce qu'on appelle en réalité un DevOps. C'est une autre compétence qui est très demandée. Même quand on parle de DevOps en réalité, ce n'est pas une compétence, c'est surtout une philosophie, une façon de voir votre développement, votre cycle de construction ou de déploiement de réalisation de votre application. L'idée, c'est donc d'automatiser au maximum ce que vous pouvez automatiser et de vous assurer que chaque fois que vous avez d'applications à développer, vous aurez donc comme ça un ensemble de compétences qui vous permet donc d'automatiser ça, de générer des livrables très légers et de déployer continuellement, en fait, bien sûr. Aujourd'hui, un DevOps peut gagner très bien sa vie aussi, un peu plus qu'un développeur full stack, parce que, comme vous avez compris, c'est une couche au-dessus, en fait, tout simplement. Je vous parlais de ma formation pour développeur full stack. J'ai une autre qui parle de DevOps aussi. Si vous voulez, vous pouvez regarder sur mon site plus tard. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On en parle sans problème. Et donc, l'objectif, donc, c'est d'automatiser tout ça, en fait, en tant que DevOps. Vous pouvez donc aussi, si vous êtes plus intéressé par les notions de données, vous pouvez donc passer par tout ce qui est data science pour pouvoir écrire des, comment on dit ça, des jobs pour analyser des données, en fait, tout simplement, quoi. OK? Vous pouvez passer par de la data analyse pour pouvoir avoir des graphes, lire des données, sortir des insights. Des insights, grosso modo, c'est des métriques sur les données pour que les entreprises soient simplement meilleures, tout simplement. Et si vous êtes intéressé par la data toujours, vous pouvez donc devenir aussi un data ingénieur. Le job de data ingénieur, c'est grosso modo de collecter la donnée et de la stocker quelque part pour les data scientists qui vont pouvoir aussi récupérer les données pour les data, vous mettre à disposition pour les data analyse, en fait, tout simplement. D'accord? Donc, en fonction de votre besoin, il y a des compétences et vous pouvez choisir toutes les compétences, en fait, tout simplement. Toutes sont riches et toutes vous permettent à chacun, à chacun de vous, pardon, de mieux s'épanouir, en fait, tout simplement. Donc, je vais rester sur le couloir que je maîtrise le mieux. Donc, pour moi, ce serait donc Dev, ensuite DevOps, ensuite Archi, et ensuite mettre des éléments dans le cloud. Donc, dans le cloud, si vous pouvez choisir n'importe quel cloud aujourd'hui, tout se valent, que ce soit de l'Amazon, que ce soit de l'Azure, ou alors que ce soit du Google Cloud Platform, en fait, tout ça se vaut, en fait, quoi. Mais avant d'aller dans le cloud, il faut bien comprendre ce qui se passe sur le chemin ici pour progresser et arriver à retrouver très bien votre chemin, en fait, tout simplement. Une fois que vous avez donc défini toutes ces compétences-là, vous allez donc être à même de retrouver donc vos petits et donc de répondre aux différentes attentes, pardon, des différentes entreprises qui vont venir frapper à votre porte, tout simplement. Et ça, c'est assez intéressant pour pouvoir permettre que dans votre carrière, bien dans votre progression, vous ayez un ensemble de compétences et de profils qui vous permettent donc d'avancer dans votre besoin. Autre chose que j'aime bien dire aussi derrière, c'est, dites-vous que ce qu'on demande de plus en plus aux techniciens, entre guillemets, que nous sommes aujourd'hui, ou bien moi j'appelle ça les techniciens parce que nous, on n'est pas dans du métier, ou bien au techos en fait, c'est de communiquer.
Faire de la com, grosso modo, c'est d'écrire des articles sur Internet, en fait, tout simplement. Où vous expliquez ce que vous faites au quotidien pour que les gens puissent s'identifier rapidement à vous et qu'ils puissent avancer sereinement dans vos différentes, du moins, qu'ils puissent s'inspirer de ce que vous faites, en fait, tout simplement, quoi, au final. OK? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? William? Alors, Oui. là, on a parlé de le parcours, on a mis Dev, DevOps, architecte et puis Cloud. Mais ce Cloud, on ne s'est pas très étalé. Je ne sais pas quelles sont les recommandations. Parce que moi, par exemple, je suis plus orienté Microsoft, hein. Je ne sais pas si je peux étendre un peu sur AWS ou rester dans Ah ben, tu ma peux, cloud. si tu es dans orienté Microsoft, en fait, tu peux aussi, comment dire ça, tu peux faire, euh, tu peux directement te lancer dans n'importe quel cloud. Mais je pense que le cloud qui sera le plus adapté pour toi, ce sera du cloud Azure, en fait. Parce que tu sois adapté Microsoft, rapidement, tu peux aussi, comment on dit ça, mettre tes applications dans un conteneur et déployer chez n'importe quel provider, en fait, quoi. OK? Tu peux déployer chez n'importe quel provider ton application et il n'y a pas de souci à ce niveau, quoi. Ok. OK? Donc, peu importe où tu veux, comment on dit ça, te lancer, il y a toujours des possibilités pour pouvoir faire des choses, en fait. OK? Donc, pour qu'on se, deux participants levez la main. Ne levez pas la main, dites seulement ce que vous voulez dire. Parce que je ne vois pas les mains levées. Luther, tu as une question ou une info? Ok, bon, bonsoir à tous, j'espère que vous allez Bonsoir. bien. Bien, et toi? Bon, depuis tout à l'heure, on est en train comment je vais dire, bref, je suis en train de suivre et c'est très intéressant, mais bizarrement, je, j'aimerais bien poser une question, c'est où est par exemple la place d'un project manager dans le truc de Scrum, mais est-ce que je me pose la question de savoir, est-ce qu'un Scrum va se prétendre être project manager dans le processus IT de manière générale? Et, et deuxièmement, la deuxième question, c'est la place d'un BA, business analyst, bien évidemment, Mhm. elle est où? Parce que voilà, c'est vrai que je me définis un peu en tant que tel, mais voilà, je suis en train de regarder tout le cursus, mais voilà, je ne vois pas trop. Ben, moi, je dirais qu'un project manager, ce serait plus un PO, parce que c'est lui qui va gérer toute la partie fonctionnalité et toutes les parties budget. Et bien sûr, tu fais bien raison, je pourrais donc rajouter un business analyst ici, là, qui va nous permettre d'avoir toutes les métriques de notre projet dans toute l'équipe aussi, quoi. Sauf que dans les entreprises, les business analysts sont plus des compétences transverses. Elles ne sont pas souvent dédiées à un seul projet, elles sont dédiées à plusieurs projets en même temps pour gérer, par exemple, toutes les notions de, comment on dit ça, le nombre de recrutements, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont acheté en une journée, comment dire ça, le nombre de clics, par exemple, sur un bouton, pour pouvoir mettre des métriques sur des boutons et voir quelles sont les données les plus récupérées, les plus téléchargées, en fait, dans une application, bien sûr. D'accord? Mais les billets, c'est plus des compétences D'accord. transverses, en fait, Ah, qui vont d'accord, ok. permettre Parfait. d'aider les entreprises à comprendre, collecter des métriques, voilà. Collecter des métriques surtout. D'accord, Mhm. d'accord, ok, merci. Je t'en prie. Il y a David qui avait levé sa main. Ok, bonsoir à tous. Je Bonsoir. veux revenir sur le parcours là. Vous avez dit que le passage de Dev à DevOps, c'est en fait quand tu apprends à mettre ton travail dans les conteneurs, n'est-ce pas? C'est la Mais je première n'ai pas étape. compris ce qu'est la première étape. Oui. Mais je n'ai pas compris comment se fait le passage de DevOps à architecte. À quel Ben, moment est-ce que tu... bah, très honnêtement, c'est quand tu te sens assez capable pour pouvoir définir, par exemple, le nombre de serveurs qu'il te faudrait pour tenir une application, par exemple, les flux entre les différentes applications. Par exemple, comment on fait pour migrer d'une application
Vers une autre, on parle tout à l'heure de WordPress pour pouvoir démonter ou bien désosser une application et la faire migrer. Quand tu te sens assez à l'aise pour avoir des notions assez transverses pour donner des recommandations à des équipes, en fait, tout simplement. Il y a pas un moment, quoi. Il y a Pardon, je ne des sais pas si architectes. c'est chez moi seul, mais la connexion avait coupé. Je ne sais pas si c'est arrivé chez les autres aussi. Donc, je recommence, hein. Je disais que D'accord, pour devenir architecte, grosso modo, c'est quand tu te sens assez à l'aise pour donner des recommandations transverses à plusieurs équipes, en fait. d'accord. Il y en a qui deviennent Merci. architectes au bout de 7 ans, il y en a qui deviennent architectes au bout de 10 ans, il y en a qui deviennent architectes au bout de 15 ans, d'autres qui ne veulent même pas devenir architectes, en fait. Juste dev, ça les suffit, en fait. Donc, il n'y a pas vraiment de D'accord. loi dessus, Merci. quoi. Après, ça dépend. Certains vont passer des certifications pour devenir architecte d'entreprise, des choses comme ça, quoi. Donc, c'est des parcours, en fait, comment on dit ça? D'abord personnel et en fonction des opportunités sur lesquelles vous pourrez tomber aussi. OK? Ok, c'est bon, merci. Merci. Luther, ta main n'est pas baissée. Est-ce que tu as toutes des questions Non. Non, c'est bon. Donc, je disais tout à l'heure qu'il faudrait. Moi, je n'ai pas mis mes slides, mais bon, je vous les présente rapidement pour que vous voyez un peu ce dont j'allais parler. Donc, moi, je suis plutôt en DevOps. J'aurais dû commencer par là, mais bon, l'idée, c'était d'aller plutôt d'abord à l'essentiel. Je donne aussi beaucoup de formations sur du React, du Spring Boot, du Docker. Je mets Jenkins là, mais pour tout ce qui est automatisation. Vous avez mes contacts, je suis assez disponible sur tous les réseaux sociaux. Aujourd'hui, avec YouTube, surtout LinkedIn, YouTube aussi, ce sont les deux premiers. Euh, et Facebook et TikTok, bien sûr. Donc, quand on dit qu'on est dev, donc, moi je disais tout à l'heure, c'est un marché en pleine croissance, hein. Aujourd'hui, même si le marché est un peu dur, avant, il y avait un emploi pour 3 personnes. Aujourd'hui, il y a un emploi pour 8 personnes ou 10 personnes, quoi. Mais il y a toujours le besoin, en fait, tout simplement. Ça, il faut quand même le dire. Mais équilibre vie privée perso parce que c'est l'un des seuls domaines où vous avez du télétravail. Donc, vous pouvez travailler beaucoup de chez vous et ça vous permet donc d'être assez proche de votre famille ou bien de vos activités aussi que vous en avez, quoi. La rémunération est plutôt bonne dans ce secteur d'activité. Donc, il y a plutôt la chance de réussir à plutôt bien gagner sa vie. Et bien sûr, comme vous allez faire du code, votre code aura donc des impacts sur, un impact sur le monde, en fait, quoi. Sur le monde autour de vous, ou bien le monde en général. Ça dépend encore une fois de votre client, tout simplement. L'objectif, grosso modo, pour vous, c'est d'automatiser au maximum les actions manuelles, en fait, tout simplement. D'accord? Quand je dis qu'on se met d'accord, moi j'ai bien dit, est-ce que c'est facile? La réponse, on en a parlé tout à l'heure, c'est écrire du code, donc c'est pas souvent la chose la plus facile, en fait, quoi. Mais quand on s'y met, si les autres y parviennent, il n'y a pas de raison, en fait. Je disais tout à l'heure qu'il faut commencer par du HTML, du CSS, du JavaScript. Vous pouvez choisir votre framework Angular ou React ou librairie. Pour le bac, vous faites votre PHP, Java, Python. Après, vous choisissez des frameworks comme Django ou bien Spring Boot. Base de données relationnelle, Postgre, base de données relationnelle avec MongoDB. Après, vous avez choisi votre IDE. Je disais tout à l'heure, le capital, c'est votre ordinateur. Vous avez un ordinateur, ça vous permet de vous lancer. Après, il faudra comprendre derrière comment fonctionnent les serveurs pour pouvoir y déployer vos applications. Parce que si vous ne comprenez pas comment marchent les applications, il faut comprendre la notion de clé SSH, de comment on se connecte sur un serveur, comment on déploie une application. Et après, derrière, il faut donc comprendre tout ce qui est notion autour du versionning de code, tout ce qui est intelligence artificielle. Même si on parle beaucoup d'intelligence artificielle, moi j'ai envie de dire, on peut encore dormir tranquille pendant très longtemps. Parce que même pour créer l'intelligence artificielle, il faut des développeurs. Même pour créer du no-code, il faut d'abord des développeurs. Donc, peu importe où on est, il faut d'abord des développeurs, en fait, quoi. Donc, il y a encore le temps de voir les choses venir, tout simplement. Mais si vous avez, bien sûr, en tant que développeur, vous devez être à même de poser votre question à ChatGPT, qui est le plus populaire aujourd'hui dans le monde de l'intelligence artificielle, de lire, de récupérer des réponses et les interpréter sans problème. D'accord? Je parle toujours beaucoup de Java que je maîtrise le mieux. C'est ce qui me fait gagner ma vie aujourd'hui, en fait, hein, tout simplement. L'idée de Java, c'est de dire,
Vous pouvez écrire du code et faire exécuter votre code sur n'importe quel environnement. Tout à l'heure, on parlait de .NET par exemple. Si vous faites du .NET, il faut être sûr que dans l'environnement Microsoft, il faut être à l'aise tout simplement. OK? Davy, j'ai dit quoi qui était amusant? Non, c'est la manière de dire que c'est Java qui te fait qu'un établi. Ah, Ça bah m'a oui, fait oui. passer à Francis Gano. Ah, non, moi, je ne frappe pas les gens, moi. Non. Je ne frappe pas les gens pour vivre, par contre. Donc, euh, et donc, vous pouvez donc dire que votre code Java va s'exécuter sur plusieurs environnements, en fait, là, peu importe le terminal, et puis n'importe qui a besoin du Java. C'est que Java aujourd'hui est assez populaire, que ce soit dans les applications mobiles, dans les terminaux de paiement, dans les machines à laver, dans les télévisions. Vraiment, c'est un peu de partout, quoi, qu'il y a du Java, en fait, quoi. Donc, vous pouvez donc choisir ce langage de programmation, là. La LTS de Java, aujourd'hui, c'est la version 21. Je dis que ça a tellement vécu qu'il y a eu beaucoup de versions qui sont passées. En fait, du Java de base, l'idée, c'est de faire du framework, en fait, quoi. Il y en a plusieurs qui se battent en duel, mais le plus important, c'est de partir sur du Spring, en fait, tout simplement. Vous formez sur Java, vous formez sur Spring, vous rajoutez React devant, vous avez plutôt un CV qui est un des CV les plus demandés et les plus recherchés, d'ailleurs, quoi. Tout simplement. D'accord? Donc, Spring, c'est le king aujourd'hui. Moi, je les appelle souvent le Apple du Java. Ils ont écrasé toute la concurrence et puis c'est ceux vers qui tout le monde se tourne, en fait, tout simplement. La base, c'est juste Free Framework qui permet donc d'avoir toutes les bases pour pouvoir avoir toutes les dépendances de votre projet. Spring Boot qui vous permet de déployer, du moins de configurer facilement vos projets et de générer des livrables. Spring Data, c'est pour vous connecter à votre base de données. Spring Cloud, c'est pour avoir un ensemble d'éléments pour faire ce qu'on appelle aujourd'hui des microservices. L'idée du microservice, c'est de dire, au lieu d'avoir une grosse application, on va découper l'application en fonctionnalités et on va développer pardon, chaque fonctionnalité dans une nouvelle application qu'on peut déployer sans problème. Ouais. Je vois ton nom qui dit Ngan. Je suis pas très bon en français, mais je te laisse dire ce que tu voulais me dire. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. On a dit qu'il n'y a pas Euh, monsieur ici, par- hein. Celui qui dit monsieur ici, il doit cadeau à tout le monde. Ok, ok, ok. Par rapport à la demande dont vous parlez, Demande de. bon, bon, c'est-à-dire au marché, Oui, bien sûr, oui. Oui. vous avez parlé de Spring Boot et autres. Bon, j'ai demandé si ce n'était pas plus spécifique à la zone où on est. Par exemple, moi, je suis développeur, et je suis au Cameroun, bon, j'ai beaucoup plus d'offres vers Laravel et autres, mais quand je vois les offres dans d'autres pays, c'est plus dans Spring, non, dans C Sharp et Spring, en .NET et Spring. C'est ce que je J'ai disais tout à l'impression que l'heure. Ce que je disais tout à l'heure. Euh, Ton client n'est pas obligé d'être au Cameroun. Si ton client est au Cameroun, tu vas faire beaucoup de Laravel, du Spring, du WordPress, du Laravel, du WordPress, parce que pourquoi beaucoup de gens je, ce que je dis là peut être challengé, mais beaucoup de gens font du Laravel parce qu'on vient d'abord du monde de WordPress, où il y a du PHP. Et on continue sur du Laravel et du Symfony, en fait, quoi. ok, ok. Bon, Donc, parce que moi, par exemple, le marché français, c'est énormément du Spring. Le marché américain, c'est énormément de Spring. Le marché canadien, c'est énormément de Spring. Le marché africain même aussi, c'est beaucoup de Spring aussi. ok, monsieur, OK? c'est bon, c'est bon. Mais après, la Laravel aussi, c'est bien, hein. Je ne dis pas que la Laravel n'est pas bien, hein. Ne vous y me prenez pas. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est, je vais toujours sur Google Trends. Après, je vais aussi sur LinkedIn pour comparer les choses, hein. Si vous venez prendre Google Trends ici, et dans mon accueil ici, je dis que je veux comparer Spring Boot et je veux le comparer à Laravel. Vous voyez que Laravel, ici, il est très recherché et Spring Boot n'est pas très, très recherché, en fait, quoi. Donc, ça dépend où vous vous positionnez et où vous voyez comment ça marche, quoi. Là, on est à moins d'un jour, en fait, quoi, tout simplement. D'accord? Maintenant, si vous voulez chercher maintenant sur une durée des 12 derniers mois, vous voyez que les deux se battent en duel, quoi. Donc, faire l'un ou l'autre, vous perdez rien au final, quoi. Mais j'ai aussi l'impression que ces recherches parlent plus, bon, comme les étudiants, on sont plus orientés
vers Laravel au début, mon PHP au début. C'est pour ça qu'on a enseigné dessus, mais ça ne reflète pas vraiment la demande dans l'entreprise et autres. C'est ça que je disais que je complète ça maintenant par du LinkedIn. Vous allez sur LinkedIn rechercher les statistiques des emplois, vous allez voir où on demande des choses, quoi. Ok, monsieur. D'accord? Et donc, vous allez le voir ici, là, par exemple, moi, je parle de la région française. Vous voyez qu'ici, on parle beaucoup de Laravel dans cette zone qui est dans l'ouest de la France. Et ici, dans la partie rouge, ici, c'est plutôt l'autre côté, quoi, tout simplement. Après, comme tu dis, les universités parlent beaucoup de Laravel, en fait, quoi, tout simplement. Parce qu'on a formé beaucoup de gens sur du PHP. Mais, j'avais dit, moi, je parle encore pour ce que je maîtrise le mieux. Spring Boot, regardez les offres d'emploi sur LinkedIn, vous allez voir, il n'y a pas de problème. Ok, monsieur. OK? Donc, je parlais, vous avez Spring Dataflow, Spring Security pour la gestion, Spring Session, Spring Integration pour copier les données d'un serveur à un autre, en fait, quoi. Donc, vous avez plusieurs façons de profiter de Spring, en fait. Quelques chiffres rapidement. Quand vous avez, parmi les 100 meilleurs boulots aujourd'hui, vous avez un, en premier, développeur logiciel. Vous avez gestionnaire de sécurité, OK? Vous avez l'IT manager. Vous avez en neuf le web développeur. Donc, ça veut dire que peu importe où vous êtes, vous allez bien vous trouver. Je mets rapidement un disclaimer ici sur les salaires. Ça, c'est des salaires pour des gens qui sont expérimentés, hein. Ce n'est pas pour des débutants, en fait. C'est des gens qui ont 4, 5, 6, 10 ans d'expérience dans leur boulot. Mais c'est pour vous montrer que dans les 10 meilleurs boulots, les 10 meilleures offres d'emploi, OK, il y a tout ce qui est lié à l'informatique et à l'IT. Donc, si vous êtes dedans, c'est plutôt une bonne chose, en fait, quoi, tout simplement. Je prends Stack Overflow qui est dans l'endroit où tous les développeurs vont poser la question quand ils ont des problèmes. Vous allez voir que parmi les profils qu'on demande, comme je disais tout à l'heure, il vaut mieux avoir un bachelor qui est l'équivalent à peu près d'un bac plus 4, ou alors un master, vous êtes tranquille en fait, quoi. Vous dormez mieux le soir en fait avec un master en fait dans votre poche, bien sûr. Vous regardez parmi les langages qui sont les plus utilisés, donc, vous avez le JavaScript, parce que le JavaScript, vous pouvez faire du front, vous pouvez faire du back à Node.js par exemple, quoi. Vous pouvez faire du Python aussi, mais Python, c'est assez utilisé pour du scripting. Vous avez du SQL aussi. Vous avez Java qui est dans la liste. Vous avez du C Sharp qui est plutôt des éléments ou bien des concurrents du .NET à peu près. Et puis, vous pouvez donc comme ça retrouver le classement des langages en fonction de la demande autour des langages, tout simplement. Vous voyez que j'avais plutôt pas mal classé, en fait, tout simplement. Mais peu importe encore où vous partez, honnêtement, vous allez toujours trouver votre bonheur, hein. Moi, je vous donne ce que je maîtrise le mieux et encore une fois, ce qui me permet de, de gagner des parts de marché, en fait. Du coup, quelle formation vous pouvez prendre? Comme on a dit tout à l'heure, vous pouvez prendre votre formation en ligne parce que depuis le Covid, il y a beaucoup de gens qui sont formés en ligne par eux-mêmes et qui ont réussi à trouver un emploi. Ce n'est pas facile, mais ça arrive quand même. Il y a les bootcamps aussi qui sont là. Vous pouvez donc aller prendre un bootcamp pendant 3, 4, 5 mois. Et au bout de 4, 5 mois, en fait, vous deviez pouvoir postuler pour un boulot ou alors même développer votre propre projet pour pouvoir le commercialiser, en fait. On n'est pas obligé de travailler toujours pour les gens. Si vous avez une idée de projet, ça peut être le moment de vous lancer. Vous ne perdez rien au final. Vous allez toujours commencer quelque chose et au pire, vous allez apprendre, en fait, tout simplement. De tous les côtés, vous aurez toujours des éléments. Vous pouvez choisir n'importe quelle multinationale qui utilise. Euh, Ça peut être sur place, comme ça peut être à distance, en fait. Je sais quand même que les établissements comme Affiliate First Bank, ils cherchent souvent des développeurs Java et ils recrutent des développeurs Java. Je connais un cousin qui est rentré chez Affiliate récemment. Les gros du monde entier font du Java, en fait. Donc, pourquoi c'est en privé? Il y a ces entreprises-là aussi qui sont souvent présentes en Afrique. Si vous êtes en Afrique et que vous voulez travailler qu'en Afrique, que vous n'êtes pas partie de l'Afrique, et qui sont aussi souvent ouvertes sur des recrutements à l'international, en fait, quoi. Donc, vraiment, vous avez plusieurs opportunités et plusieurs possibilités, tout simplement. L'idée, c'est de dire, ce ne sera pas facile, mais à force de forger, on devient forgeron, comme disait l'autre. Il faudra donc toujours ne pas s'arrêter à deux demandes d'emploi, en faire 10, 15, 50, 20, 100, en fait, quoi. C'est au bout de l'effort qu'il y a la récompense, comme on dit toujours. Vous pouvez choisir des startups. Des fois, moi, je prends des stagiaires. Ça m'arrive de prendre des stagiaires, en fait, comme ce n'est pas tout le temps, mais ça m'arrive parfois, en fait. Ou alors, vous pouvez trouver d'autres entreprises qui, derrière, recrutent du monde, en fait. Je présente ça, mais il y en a plusieurs derrière, bien sûr. Vous pouvez aller sur des plateformes comme LinkedIn pour postuler. Welcome to the jungle. Indeed.
l'APEC, Pôle emploi. Il y en a plusieurs, hein, franchement, qui vous permettent de voir des offres d'emploi et de postuler, en fait. Freelancer, Jobel, si vous voulez être des freelances, Coda.com, Upwork, Landing Job, Malt, Remote, OK, Fiverr. Très honnêtement, comme je disais, votre client n'est pas obligé d'être dans le pays où vous êtes, tout simplement, quoi. Moi, il m'arrive de travailler, par exemple, avec des Suisses. Il m'arrive de travailler souvent avec des Luxembourgeois. Pourtant, moi, je suis en France. Et même je travaille récemment avec un centrafricain sur son projet. Il n'y a pas de problème, en fait. Peu importe où vous êtes aujourd'hui, on fait un métier qui est universel, en fait, quoi. C'est devenu un peu comme l'anglais, en fait, pour le langage, en fait. Vous êtes à même de postuler et de tenter votre chance, comme on dit souvent. Donc, quelques chiffres. 22% d'ici 2029. En gros, la croissance en termes de marché pour tout ce qui est poste dans l'IT ou développeur ou DevOps, l'idée, c'est de dire que, on va plutôt devant. On n'est pas en train de redescendre tout simplement, quoi. D'accord? Et parmi ça, l'idée, c'est de dire que euh, tout ce qui est back-end, développeur Java ou bien développeur full stack, chacun a la possibilité de trouver son compte modulo. On s'est bien formé et on a des bonnes compétences à offrir. Je vous mets des salaires comme ça, mais j'aime bien dire rapidement aussi que ça ne nous fasse pas rêver. Ça, c'est pour des gars qui sont déjà en expérimenté. Mais je dis que ça peut être une cible pour vous, en fait, tout simplement, pour pouvoir donc être à l'aise dans votre offre. Après aussi, il y a beaucoup de freelancing dedans, c'est-à-dire des gens qui travaillent plutôt à leur compte et qui facturent leurs prestations à la journée ou alors au mois simplement à des clients, en fait, tout simplement. D'accord? L'idée, c'est de dire, il y a la demande. Maintenant, il faut juste aller tenter sa chance. D'abord, se former, parce que c'est très important. Prendre un coach si c'est nécessaire, parce que des fois, vous avez des gens, prenez un coach, ça coûte de l'argent, mais c'est le temps vous allez toujours gagner en, comment dire ça, en compétences. Et derrière, vous allez seulement être meilleur, tout simplement. Je vous donne quelques exemples comme ça. En full remote, par exemple, là, si on dit 40 000, dites-vous que si vous divisez ça par deux, et même par trois, vous êtes toujours bien, en fait, bien loti, en fait, quoi. Vous allez toujours être plutôt bien pour commencer, en fait, votre carrière et d'évoluer sereinement dans votre poste, tout simplement. OK? La réalité tout de même, donc, moi, ce que je sais, c'est que les débutants en France commencent entre 24 000 et 30 000 euros, quoi. Donc, ça veut dire que dans cette fourchette-là, vous êtes à même de trouver votre bonheur. Donc, même si vous êtes au Cameroun ou bien vous êtes en Afrique, de manière globale, si vous allez postuler près des entreprises qui sont en Europe, vous vous enlevez 5 000 6 000 euros et que vous trouvez toujours votre bonheur dans l'affaire, tout le monde est gagnant, vous avez toujours les mêmes compétences, en fait, derrière, et tout le monde est bien. Donc, il faut donc construire votre profil. Et donc, soit vous formez de manière académique, on a parlé tout à l'heure d'un bac+5, soit vous passez par un bootcamp, ça on en a parlé aussi, et ou alors vous pouvez donc prendre un mentor ou alors un coach qui va vous accompagner dans votre parcours et vous donner les différentes billes, en fait, quoi. Que ce soit sur YouTube, sur Open Classroom, des fois, comme je disais, ça m'arrive de prendre des stagiaires pour accompagner des gens pour qu'ils puissent aussi progresser dans leur carrière, en fait. OK? Deux choses qu'il faut quand même noter. Il faut travailler sur votre savoir-être, c'est-à-dire en gros avoir une bonne personnalité. Quand vous venez dans une équipe, il faut être plutôt bien, joyeux, vivre avec les gens. Et en plus de votre savoir-faire et de votre compétence technique, donc, le savoir-être va être très important pour que les gens vous adoptent dans une équipe. Souvent, dans une équipe, on vous demande de passer un entretien pour être sûr que vous allez matcher avec les valeurs que les gens ont dans la même équipe, en fait, que vous. L'idée, donc, c'est de dire, vous allez passer du code, écrire le moins de code possible et si possible, ne pas écrire du code parce que vous aurez assez d'expérience pour trouver les bons raccourcis et faire que tout se passe bien. Moi, ce que je recommande aujourd'hui, c'est de faire ce qu'on appelle de l'API business. Vous pouvez développer des API que vous allez commercialiser en fait et ça peut être pas mal en fait, tout simplement, quoi. Vous pouvez créer des API pour des télévisions, vous pouvez créer des API pour des ordinateurs, vous pouvez créer des API pour des machines à laver, pour des applications. Peu importe la raison pour laquelle vous êtes, tout le monde fonctionne via des API aujourd'hui. Si vous arrivez à trouver la bonne idée et que vous faites une API que vous commercialisez, vous allez donc pouvoir donc comme ça simplement trouver la bonne manière de gagner sur votre vie en, comment on dit ça, en commercialisant quelque chose.
nos parents allaient au marché commercialiser le résultat de l'agriculture. Aujourd'hui, nous, on va faire des API aussi qu'on va commercialiser, en fait, tout simplement, quoi. Vous allez choisir votre domaine, vous allez trouver votre client, vous allez faire vos API et puis vous allez pouvoir les commercialiser tout simplement. Rejoignez des communautés, discutez avec des gens, voyez ce qu'ils font et apprenez des autres, en fait, tout simplement, quoi. On est dans un monde ouvert et ça vous permet donc d'avancer dans votre projet. OK? Donc, avec des communautés, donc, vous pouvez donc échanger, voir ce que les gens disent, comprendre ce que les gens demandent, et ça vous permet donc aussi d'être meilleur. Ça veut dire qu'en tant que développeur, aujourd'hui, il faut être à même d'aller sur LinkedIn, rédiger des articles, écrire des choses, publier des choses. Très honnêtement, ne regardez pas ce que les gens vont dire, commencez, et ce qu'ils diront ou pas, ça vous permettra de progresser simplement, en fait. C'est une façon de faire votre marketing ou bien de votre, présenter votre boulot. Et ça permettra que les gens vous voient faire des choses et qu'ils soient assez à l'aise pour suivre votre travail sans problème. OK? Donc, si vous prenez un mentor ou choisissez votre parcours, il n'y a pas de problème. Développeur full stack, développeur expérimenté, après, vous pouvez choisir entre DevOps ou alors ingénieur Big Data, il n'y a pas de problème. Vous pouvez passer architecte aussi derrière sans souci. Chef de projet, Scrum Master ou bien CTO, c'est-à-dire Chief Technical Officer d'une boîte, pas de problème. Vous pouvez devenir formateur ou bien responsable de formation. Honnêtement, chacun choisit son parcours en fonction de ses appétences. Il n'y a pas un trajet qui est ouvert et qui est défini pour tout le monde, en fait, quoi, tout simplement. OK? Donc, peu importe le chemin que vous choisissez de faire, il y a toujours des opportunités. Ça vous permet donc de choisir, en fait. OK? Si vous décidez de vous former ou bien de compléter la formation que vous avez, vous pouvez donc devenir développeur full stack j'ai mis 3 mois, mais c'est 4 mois maintenant que je suis passé dessus. Pour faire tout ce qui est front-end, tout ce qui est back-end, tout ce qui est sécurité et tout ce qui est déploiement de votre application, tout simplement. Ma prochaine session commence en janvier. Si vous voulez en parler, n'hésitez pas, on peut en parler sans problème. D'accord? Et l'idée, c'est de dire qu'au final, au bout des 4 mois de formation, vous devez être à même de créer une application, la développer et la déployer sur un environnement. Ça vous permettra aussi d'avoir une ligne sur votre CV quand vous allez postuler pour dire, voilà une application que j'ai faite en fait. Parce que moi, je prends une application qui permet par exemple de déclarer des naissances dans une mairie. Quand vous allez déclarer des naissances dans une mairie, par exemple, au lieu d'aller vous-même le faire, vous mettez un site en ligne où les gens peuvent le faire. Et qu'est-ce que vous gagnez derrière? Vous gagnez que les gens vous versent des commissions. Au lieu que les gens aillent faire les cours dans les mairies, ils vont passer sur votre site pour que vous fassiez des déclarations pour eux. Les gens, et eux, ils gagnent en temps. Au lieu de prendre ma journée pour aller déclarer ma naissance en mairie, je le fais sur un site qui va le faire pour moi, parce qu'il a les entrées dans une mairie. Au lieu d'aller perdre ma journée qui me coûte 5 000 ou 10 000, je paye 1 000 francs sur le site et ils vont collecter toutes les demandes. Je vais les déposer sur un site. Donc, c'est une application qu'on développe dans le cursus et à la fois, chacun repart avec sa copie et toutes les lignes pour son CV tout simplement. OK? Donc, l'idée, moi, mon format, c'est quoi? C'est qu'en semaine, je mets des vidéos en ligne. Et puis, tous les samedis, de 10h à 13h, je fais une masterclass pour répondre aux questions de tout le monde. L'idée, c'est d'accompagner tout le monde du début jusqu'à la fin pour que chacun puisse comme ça progresser à son rythme et repartir de là, en fait, tout simplement. Je parlais de coaching, en fait, si vous voulez parler de coaching aussi, je suis disponible, il n'y a pas de problème. Et comme je disais, donc, on travaille donc sur une application pour donc, avoir euh, déclarer des naissances dans une mairie. Quand vous faites ça, donc, pendant tous ces 4 mois-là, vous avez surtout une ligne que vous mettez sur votre CV pour expliquer ce que vous avez fait. Parce que les recruteurs aujourd'hui veulent voir ce que vous avez fait. Si vous avez un site en ligne que sur lequel vous avez travaillé, vous êtes plutôt assez à l'aise pour expliquer votre réalisation et être bien comme ça. OK? Bon, j'ai beaucoup parlé assez rapidement. Est-ce que vous avez des questions? Vous êtes encore là? Non? Oui? OK. Si vous n'avez pas de questions, merci à vous.